Europe 1 matin. Bon début de journée, il est 7h12. Dimitri Pavlenko, vous recevez l'historien Michel de Gégère. Bonjour Michel de Gégère. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le fondateur et le directeur du Figaro Histoire. Votre dernier livre, La mélancolie d'Athéna, ou l'invention du patriotisme, est paru aux belles lettres. On peut dire que cet ouvrage tombe pile avec le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Toute la journée, on s'interroge à l'antenne sur ce que signifie en 2023 être patriote, s'engager pour son pays en ces temps de retour de la guerre en Europe. Pourquoi c'est encore une notion suspecte aux yeux de certains? Michel de Gégère, dans La mélancolie d'Athéna, vous remontez aux sources du patriotisme, là où il fut inventé, au sens de découvert, bien sûr. Nous sommes en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quel est le contexte de cette invention du patriotisme, Michel de Gégère? Alors bon, l'invention du patriotisme, effectivement, c'est au titre de découverte, parce que le patriotisme, il est probablement aussi ancien que la vie sociale, parce que tout groupe, pour perdurer, a besoin de l'attachement de ses membres. Mais c'est vrai que dans les grands empires du Proche-Orient, on pense que cet attachement était relativement ténu, puisque dès que l'autorité du souverain baissait, eh bien, il y avait ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, c'est-à-dire des périodes d'anarchie. Et quelque chose change en Grèce vers le 9e siècle avant Jésus-Christ, avec l'apparition de ce qu'on appelle la cité délibérative, c'est-à-dire des communautés politiques de petite taille, où les gens se connaissent, sont réunis autour d'un culte commun, et sont surtout des communautés qui sont forgées par la délibération. On a renoncé à la loi du plus fort et on essaye de discuter ensemble sur ce qui est juste et ce qui est injuste. Alors il est évident que ce genre de communauté politique suscite un attachement bien plus fort que ce qui existait auparavant, et d'autant plus que ce monde de la cité grecque, de petites communautés, est un monde qui est en guerre permanente. Oui. Et la guerre dans l'Antiquité, c'est évidemment possiblement la mort, mais aussi l'esclavage. Et donc la liberté pour les Grecs, c'est quelque chose qui ne se définit pas contre la cité, mais grâce à la cité. Et donc le patriotisme va être au cœur de l'éducation des Grecs, au cœur de ce qu'on appelle la paideia. Et les Grecs vont estimer qu'il relève du devoir de justice. La justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui revient. Or, à la patrie, eh bien, on lui doit tout, puisque c'est elle qui a assuré notre survie, c'est elle qui nous a permis de naître dans un groupe prévenant, qui nous a donné une langue, qui nous a donné une culture, qui nous a donné accès au bien du corps et de l'esprit. C'est pourquoi les Grecs ont pratiqué le patriotisme comme une vertu. Alors patria en grec, ça veut dire c'est la lignée, mais en fait vous expliquez très bien que c'est une trinité. Le patriotisme, c'est la lignée, la terre, la liberté, ce que nous appelons, nous, contemporains, plutôt un peuple, un territoire, une souveraineté. Et alors, vous expliquez très bien, Michel de Gégère, que tous les dilemmes que l'on connaît, que nous connaissons actuellement, aujourd'hui, autour de cette notion de patriotisme, les Grecs l'ont connu. Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples concrets de ces dilemmes que vont poser le patriotisme aujourd'hui aux hommes, et il y a 25 siècles en arrière, les Grecs ont également connu? Mais effectivement, les Grecs vont vivre pendant des siècles avec cet idéal, parce qu'ils ne vont connaître que des guerres qui vont les opposer entre eux. Et puis au 5e siècle arrivent les guerres médiques, c'est-à-dire l'invasion de la Grèce par l'immense empire perse. Et Xerxès, le roi perse, a l'habileté de faire précéder sa campagne d'une campagne diplomatique où il va proposer aux Grecs de leur laisser la vie sauve, de leur laisser leur cité tranquille si elles font leur soumission. Et donc on propose aux cités finalement de préserver leur peuple et leur territoire, mais évidemment au prix de leur souveraineté. Et donc c'est un dilemme qui se pose à elles et qui va se poser à travers l'histoire en fait à toutes les nations. C'est le choix de Vichy par exemple. Exactement. Mais le choix n'est pas évident. La plupart des cités grecques choisissent la soumission, et celles qui ont accepté la soumission au moment de l'invasion restent intactes, alors que Athènes, qui a choisi au contraire avec Sparte de prendre la tête de la coalition qui fait face aux Spartes, Athènes va être prise et incendiée. Et les Athéniens qui sont réfugiés sur les bateaux, vous savez, dans la baie de Salamine en attendant les Perses, assistent eux-mêmes à l'incendie de leur cité, et un certain nombre d'entre eux se demandent, eh bien, est-ce que ça valait bien la peine de se battre pour la patrie au prix de la patrie elle-même, au prix du territoire. Au prix du territoire. Et en fait, la réponse qu'ils vont faire, la réponse que feront les Athéniens, c'est qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'intérêt matériel de leur cité, puisqu'il y avait ce monde grec qui était uni par les mêmes mœurs, les mêmes dieux, et qui défendait la même culture, la même civilisation. Et donc les Grecs découvrent là qu'il y a quelque chose au-dessus de l'intérêt matériel des cités, qui est l'accord sur le juste et l'injuste, qui est la communauté de culture et la communauté de civilisation. Et ça, c'est ce qui va provoquer cette espèce de dilatation du patriotisme, qui va leur permettre de remporter toute une série de victoires. Alors
j'aime beaucoup cette expression que vous employez, la dilatation du patriotisme, parce qu'on a cette image d'une valeur qui, par moment, peut avoir tendance à s'éteindre, à se refroidir, et qui, dans des phases chaudes, dans des phases notamment guerrières, parce qu'on comprend bien, le lien étroit qui unit le patriotisme et la guerre va se réchauffer. Et je faisais ce parallèle tout à l'heure entre ces deux patriotismes que l'on voit dans l'actualité depuis un an. D'un côté, ce patriotisme de défense, celui des Ukrainiens, et ce patriotisme qui est convoqué également par les autorités russes pour justifier l'invasion russe de l'Ukraine en convoquant le souvenir de la Grande Guerre patriotique. Et là, on voit les deux faces finalement d'une même pièce qui est celle du patriotisme Michel de Gégère, et que ce patriotisme à un moment connaît des phases de dévoiement que les Grecs ont également connues. Vous le racontez dans votre livre. Alors le dévoiement, il est lié finalement à la dualité de la définition de la patrie. Il y a dévoiement chaque fois que l'on néglige un des deux aspects. Ce que je vous disais il y a un instant, la patrie c'est une société organique, mais elle est en même temps dédiée à la justice. Alors évidemment, oublier, comme vous le dites, que la patrie est dédiée à la recherche commune de la justice, ça peut faire du patriotisme une espèce d'autolatrie, d'amour exclusif de soi, qui au mieux donne le patriotisme de stade de foot, si vous voulez, qui n'est pas bien méchant, mais qui au pire donne effectivement la volonté de puissance et d'expansion universelle au mépris de toute justice. Et ça, on voit ça dans toute l'histoire. Mais il y a un deuxième dévoiement qui est le dévoiement qui consiste à oublier de façon symétrique que la patrie est d'abord une famille de familles, une communauté organique, une communauté d'origine, d'histoire et de culte, pour ne l'identifier qu'à une certaine idée de la justice et finalement pour l'identifier à un régime politique. Et c'est ce que l'on voit actuellement où dans le discours politique dominant, on ne parle jamais de la France mais des valeurs de la République et de la démocratie. Vive la France et surtout vive la République. C'était le slogan de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne en réponse à celui d'Éric Zemmour justement. Et alors en fait cette évolution, cela revient finalement à réduire la patrie à une idéologie. Et par là, c'est prendre le risque de déposséder le peuple historique pour finalement renoncer au nom de la démocratie, au nom de la République, renoncer à ses frontières, renoncer à son territoire, renoncer à la maîtrise de son territoire et renoncer éventuellement à sa souveraineté. On voit ça avec le fait que l'Union européenne est considérée comme le sommet de la démocratie, alors que cela consiste à abandonner la souveraineté à d'autres. Et puis en même temps, ce dévoiement de la démocratie, du patriotisme réduit à la défense d'un régime politique, c'est introduire un ferment de guerre civile, puisque cela conduit à tenir l'adversaire politique, celui qui ne partage pas votre idée du juste, pour un ennemi et un traître à la patrie. Et alors, finalement, on voit que je parlais des dilemmes patriotiques qui se posent à la lumière de ce que vous venez de nous dire. Les questions qu'on va se poser vont être les suivantes. Par exemple, quelle loyauté dois-je à mon pays quand il commet l'injustice, quand il envahit son voisin, par exemple? Suis-je un patriote quand je conteste mes gouvernants, quand je les trouve médiocres? Les alliances politiques que va nouer mon pays, par exemple, si je ne suis pas d'accord avec elles, suis-je encore un patriote? Toutes ces questions, il y a 25 siècles, les Grecs se les posaient. On se les pose encore, Michel de Gégère. Quelle ligne de conduite? Comment on s'oriente dans ce maquis de questions? Alors effectivement, par exemple, à la fin du 19e siècle, ce sont des questions qui ont été très, très débattues avec Fustel de Coulanges qui insiste sur le fait que la patrie n'est pas un élevage de lapins, c'est pas son vocabulaire, mais il dit que le patriotisme n'est pas instinctif, qu'on aime sa patrie parce qu'on aime ses chefs, qu'on aime ses lois, qu'on aime ses vertus, mais ça ne nous aide pas beaucoup parce que qu'est-ce qu'on fait lorsque les chefs sont indignes et lorsque les lois sont injustes? En face, on a Maurras qui nous dit que la justice n'entre pas en ligne de compte quand il s'agit de la survie de la patrie, car pour être juste, il faut d'abord que la patrie soit. Oui, mais jusqu'à quel point doit-on consentir à l'injustice lorsque notre patrie est injuste? Et puis il y a Péguy qui dit que la justice fait partie de l'être même de la patrie, qu'elle doit être défendue à ce titre. Il me semble que c'est Simone Veil, la philosophe, pas la politicienne, qui nous indique la ligne de crête, puisqu'elle nous dit que le patriotisme, ce n'est pas l'amour de soi, c'est l'amour du passé dans ce qu'il a de meilleur, non pas un passé qui serait glorifié et travesti, mais un passé assumé dans ses gloires et ses hontes. C'est l'amour d'un héritage, des disciplines et des vertus de nos pères qu'il s'agit de défendre, fût-ce contre les représentants actuels de notre pays. Le défendre, pourquoi? Parce que cet amour nous fait comprendre que nous ne sommes pas la patrie, nous en sommes les dépositaires, nous sommes dépositaires d'un trésor reçu mais qui est destiné à être transmis, ce en quoi l'amour du passé nous donne le souci de l'avenir.
Merci beaucoup Michel de Gégère d'être venu ce matin. Ce très court exposé qui va bien au-delà dans votre ouvrage. J'en rappelle le titre, La mélancolie d'Athéna ou l'invention du patriotisme. C'est paru aux Belles Lettres. Bonne journée à vous. Merci d'être venu sur Europe 1.